Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous accueille pour une autre belle émission de Mission Vision. Vous allez voir aujourd'hui, il va y avoir un petit lien avec ma dernière émission de la semaine passée où est-ce que j'ai parlé avec 4 personnes de Jacques Ouellette. Et si vous n'avez pas écouté l'émission, je vous invite vraiment à l'écouter parce que il y a des choses qui ont été dites dans cette émission-là et que ça fait un parallèle. Hein? Il y a comme un petit pont qui s'est créé avec aujourd'hui du sujet que je vais parler de ma première entrevue. Donc, je vais recevoir Julie Véronneau et Audrey Couture-Turcotte. Audrey est par téléphone et Julie est en studio. Et tout de suite après, il va y avoir Sandrine Puccini, une sonothérapeute, éducatrice spécialisée. Donc, on va parler du son. Ça va vraiment être super intéressant. Mais là, le lien que je disais qu'on a parlé de la semaine passée, c'est que c'est des gens, finalement, qui collaborent avec Jacques Ouellette. Donc, pour être sûr de dire les bons chapeaux, parce que c'est des chapeaux que moi, que j'ai jamais entendus, même au niveau professionnel. Là. Donc, Audrey, on parle bien de responsable... Attends un peu, je dois même le lire pour être sûr. Personnel braille, c'est tout ça? Ben c'est professionnel braille, en fait. Oui. Professionnel braille, oui. Oui. Un lapsus, non, c'était bien écrit, ça, c'est mon visuel. c'est mon propre handicap visuel. OK, donc, professionnel braille. Déjà, moi, j'avais jamais entendu ça. Et Julie Véronneau, ben là, on parle de personnes, ressources comme... J'ai entendu aussi là avec la directrice de Jacques Ouellette qui a parlé de ça. Donc, c'est ça. Personne ressources nationales en déficience visuelle. Exact. Donc, qu'est-ce que Audrey, ça mange en hiver, ça? Audrey et moi, on est des personnes ressources. Oui. OK, en déficience visuelle. On est basés à 2 endroits différents. Donc, moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Oui. Audrey est dans la région de Québec. Oui. De là, pourquoi qu'elle est par téléphone? Exactement. Oui. On est 2 personnes ressources, mais en plus, Audrey a un titre supplémentaire, professionnel braille, parce que sa clientèle est reliée aux élèves qui sont non-voyants. Oui. Donc, moi, je ne l'ai pas parce que j'ai des élèves en basse vision. J'ai des élèves aussi en braille, qui travaillent avec le braille, mais je n'ai pas le titre de professionnel braille. Peut-être tantôt, Audrey va peut-être plus pouvoir vous expliquer cette particularité-là. Oui, c'est ça. Non, mais ça veut dire que dans le fond, même au niveau de ton travail, la personne ressource, que ça soit basse vision ou cécité complète, c'est vraiment uniquement avec de l'handicap visuel. Exactement. Parfois, il y a des élèves aussi qui ont d'autres handicaps associés. Associés, oui. Mais... En premier, l'handicap visuel. Exactement. OK. Donc là, justement, le professionnel braille, c'est quoi ça veut dire, ça? Bien, en fait, concrètement, c'est que nous, nos élèves, ce sont des élèves utilisateurs de braille. Okay. Donc, ce qui fait en sorte qu'on porte ce nom et non pas juste personne ressource, c'est qu'en fait, on a tout un volet où on fait la production du matériel en braille. Okay. Donc, quand un enseignant, par exemple, dit qu'il veut utiliser tel volume pour faire son enseignement en classe, ouais. Ben, nous, un des volets qu'on a du côté de Québec, c'est de faire la production. Donc, en fait, on transcrit le même matériel que les autres utiliseraient, mais au niveau du braille. Donc, exemple, un volume de mathématiques 3e année au régulier. Là, on le prend, on l'adapte en braille. Exactement. Oh, wow! Donc, on fait ça et tous les autres outils qui pourraient être utilisés pour l'enseignement de cette matière-là précisément. OK. Bien, là, justement, comment qu'on se rend à faire du braille? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est une langue, là, tu sais, c'est vraiment spécifiquement, là, c'est quand même complexe, là. Donc,
d'où le braille est arrivé dans ta vie, Audrey? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Moi, j'ai un parcours qui ressemble un petit peu à celui-là de ma collègue Julie. À la base, j'étais une enseignante en adaptation scolaire. OK. Donc, j'ai enseigné pendant plusieurs années à des élèves avec toutes sortes de problématiques. Oui. Et puis, après ça, j'ai déménagé dans la région de Québec. Et là, c'est arrivé sur ma route dans le cadre d'un emploi. Puis j'ai des collègues actuels qui m'ont formée au niveau de la base vision. OK. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec des élèves braillistes. J'ai adoré ça. Et un jour, on m'a demandé si ça me tentait d'être la relève de certaines de mes collègues qui vont bientôt quitter parce qu'ils sont prêts de la retraite. Oui. Mais là, ça veut dire, est-ce qu'on doit aller faire un cours spécifique à l'université pour apprendre le braille? Non. Okay. C'est vraiment à l'interne. C'est vraiment les collègues qui forment directement. Donc, il n'y a pas de cours à l'université. Ah, wow. OK. Ouais. Ah, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que le braille, moi, comme j'ai un handicap visuel, qui est arrivé plus sur le tard, là, je pourrais dire, comme on m'a dit que, tu sais, j'étais déjà, tu sais, moi, j'ai appris le français, l'écriture, tout ça, la calligraphie. Il me disait que c'était plus facile de juste comme apprendre le doigté au niveau de l'ordinateur et de ne pas apprendre le braille, vu que avec les adaptations maintenant, tout se fait quand même au niveau justement de la synthèse vocale et tout ça. Donc, moi, on m'a vraiment pas encouragée à faire du braille. Donc, moi, j'avais l'impression que c'était même c'était comme en train de partir. Tu sais, comme plus la technologie embarque, moins le braille est présent. Mais peut-être, comme je dis, je suis pas là à l'interne, donc je suis pas au courant. Mais est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que il y en a de moins en moins? Ou... Non. En fait, non. Okay. J'aurais envie de vous dire que c'est sûr que dépendamment de quand la perte de vision se fait, il peut y avoir des modèles différents qui sont choisis selon où la personne elle est rendue. Si c'est un adulte, peut-être que ce ne sera pas la première chose qu'on va proposer, okay. Mais quand on est dans le réseau de l'éducation, comme système, on a le rôle d'enseigner la lecture et l'écriture. Ouais. Et puis, le braille, il y a 2 modes de communication. Il y a le mode voyant et puis il y a le mode du braille. Ouais. Donc, comme on a cette responsabilité-là, on fait encore... l'enseignement à tous les élèves du secteur jeune. Ouais. Alors, c'est très vivant encore, le braille. Ah OK. Et Julie, oui. C'est ça, toi aussi, c'est comme, t'es arrivée là par hasard, là, en déficience visuelle. Ça fait quand même longtemps que je suis rentrée dans ce monde-là. C'est vraiment un coup de cœur de clientèle avec laquelle j'ai travaillé. J'ai commencé mon premier un de mes stages à l'université. Oui. Je l'ai fait à Jacques Ouellette. Ah, OK. Après, j'ai eu des contrats. J'ai enseigné les mathématiques à Jacques Ouellette. J'ai eu un autre groupe primaire. J'ai enseigné quelques années comme orthopédagogue aussi. À Jacques Ouellette. À Jacques Ouellette. Ensuite, je suis devenue conseillère pédagogique. Oui. Pour le service externe, oui. Celui que je travaille en ce moment. Exact. Mais il y a eu des coupures, là. Il y a eu des allers-retours, okay. d'autres plans de carrière en direction d'école. Là, je suis revenue dans l'équipe pour un nouveau défi là, depuis 2 ans là, que j'ai recommencé avec l'organisation. Et là, on parle du service supra-régional qui est en lien avec la déficience visuelle. Exactement. Donc, ça mange froid en hiver. Oui, c'est ça. Service supra-régional. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme, premièrement, c'est à l'externe. C'est à l'externe. Okay. Donc, on s'occupe des élèves du secteur jeune. Puis, depuis 2 ans, je m'occupe des élèves du secteur adulte là, qui retournent à l'école. Mais on s'occupe des élèves qui sont intégrés dans leur école de quartier. Au régulier. Au régulier ou en classe spécialisée. Oui, c'est ça, mais je veux dire dans le sens pas à une école spécialisée. Exactement. Comme Jacques Ouellette. Parce que l'objectif, c'est de les garder le plus possible dans leur milieu naturel. Oui.
Et quand on parle supra-régional, donc on parle de toutes les régions du Québec. Donc, chaque personne, on est une équipe de 12 personnes ressources au Québec. Oui, en lien avec l'handicap visuel? Exactement. OK. On est 5 basés à l'ouest, il y en a 7 à l'est. Oui. Et on se partage les régions du Québec et on s'occupe de ces enfants-là avec les équipes écoles, les centres de services pour assurer une meilleure intégration pour la réussite. Donc, on travaille avec eux pour que ce soit les former au niveau du braille ou en basse vision, s'assurer qu'ils reçoivent leur matériel en classe, adapté, que ça soit accessible pour eux. OK. Donc, mais ça veut dire que vous avez comme une quantité de jeunes à faire de l'accompagnement là, que vous divisez en fonction des régions que vous habitez un peu, là? Exactement. Vu qu'il y en a 12. On essaie d'être équitable entre nous, mais c'est sûr qu'aussi, il y a des élèves qui habitent quand même assez loin au niveau des régions. Ça peut aller jusqu'à où, là? Gaspésie? Il y en a aux îles de la Madeleine. OK. Ça va vraiment partout. Le plus haut, je ne sais pas, peut-être qu'Audrey pourrait plus répondre vu qu'elle est dans la région de Québec. Le plus haut, je ne sais pas si on en a un en Gaspésie, on en a dans le Bas-Saint-Laurent, on en a une qui est à Fermont. Ah, c'est ça, j'allais dire. Y en a-tu dans le Grand Nord, là? Oui, ça arrive. Actuellement, c'est pas un dossier où on est très, très actif, mais on l'a déjà été. Donc, ça dépend vraiment. On se déplace où les enfants sont. Mais dans le fond, c'est les directions qui vous appellent parce que je veux dire, l'enfant, si vous ne savez pas qu'il y en a un à Fermont, comme, tu sais, vous ne le savez pas, là. Il n'y a pas comme un registre des jeunes avec un handicap visuel de là que moi, j'ai navigué dans mon parcours scolaire et j'ai jamais eu de soutien là, par rapport à ça. Là. Donc, mais là, c'est ça, c'est les directions qui vous appellent, les commissions scolaires, On travaille avec les centres de services scolaires, effectivement, les services éducatifs. On travaille aussi avec les centres de réadaptation. Okay. Donc, tu sais, on est vraiment comme, je dirais, une équipe vraiment complète. Ben oui, c'est très multidisciplinaire, là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. OK. Et là, justement, comme il est question d'accompagner ces jeunes-là au niveau du régulier, là. Donc, c'est vraiment, vous vous déplacez en classe, dans toutes les écoles, vous faites beaucoup de voitures pour entrer dans... Oui? Oui, c'est assez varié. Okay. On fait des déplacements. En moyenne, pour chaque élève, on essaie de faire 5 à 6 visites par année. C'est assez varié. Ça peut être de la formation. Oui. On peut aller sensibiliser le groupe classe, le milieu, l'équipe école, service de garde. On va aussi, des fois, il y a des questionnements qui peuvent émerger du milieu. On va aller observer comment ça se passe dans l'école, cours d'école. Oui. On va travailler avec les accompagnateurs parce que souvent, ces élèves-là ont des accompagnateurs dans l'école, comme exemple éducateur spécialisé, PEH, orthopédagogue. Bon. Donc, on est en étroite collaboration avec eux pour assurer une meilleure inclusion. Que ça se passe bien, une meilleure réussite. Puis parfois aussi, on va aussi intervenir lors des transitions primaire, secondaire. Oui. Puis maintenant, depuis 2 ans... Y a-tu secondaire cégep? Oui, secondaire, cégep, il y en a. Oui, il y en a. Donc, vous allez jusqu'au cégep? Nous, on ne travaille pas avec ce niveau scolaire-là. Il y a une organisation qui existe. Genre le centre, le SAID, là? Exactement. Oui. Eux organisent les services. Dans l'école, là, dans le cégep. Le cégep. Oui. Mais moi, depuis 2 ans, je travaille en FGA, donc la formation générale adulte, et la formation professionnelle. Donc là, on parle des plus vieux. On parle des plus vieux, 16 ans et plus. Oui. Je suis là depuis 2 ans. C'est suite à des observations qu'on eu dans les milieux, se rend compte que cette clientèle-là parvenait à ce niveau scolaire-là. Il y avait un trou de service. Ben oui. Là, les gens, ils ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Il y avait parfois des abandons scolaires, manque de motivation. Donc, je suis rentrée dans ce niveau scolaire-là depuis 2 ans. Et il y a beaucoup d'élèves en formation générale adulte.
Donc, mais moi, vu que je suis la seule dans l'équipe qui a ce niveau scolaire-là, OK. je suis la seule pour le Québec. De tout, hein? Oui, Pour le Québec? pour le Québec. Oh là là, OK, donc vraiment, oui, est-ce que c'est parce que dans le fond, c'était comme un trou de service, donc là, on commence... est en projet. Spécifique, hein, on regarde. C'est ça. Est-ce qu'on répond à un besoin Ouais. réel? Ouais. Y a-t-il une demande quand même assez grande? Mhm. Et je suis rendue à plus d'une trentaine d'élèves quand même au En Québec. 2 ans. Donc, oui, il y en a vraiment. On qui parle de quel parviennent. âge? Là? Quand on dit 16 ans et plus, là, ça peut aller jusqu'à 50, 60. Oui, j'ai des élèves qui sont dans la cinquantaine. Donc là, ça, c'est des jeunes. Enfin, c'est pas des jeunes. Non. C'est des adultes qui ont... Tu sais, à 52 ans, justement, c'est qu'ils ont... Ils veulent refaire un retour aux études, retour au niveau de trouver un autre travail. Comment ça fonctionne? Mais les 2 élèves que j'ai en tête, qui sont dans la cinquantaine, en Ouais. fait, ils ont, avec leur profil visuel, une dégénérescence visuelle. Oui. Donc, ils ne pouvaient plus faire le métier Qui faisait qu'ils au départ. faisaient depuis des années. Oui. Ils sont devant une situation qu'il faut faire un retour aux études Oui. pour aller chercher des fois juste des bases, des Ouais. prérequis pour peut-être aller chercher un diplôme d'études professionnelles. Oui. Donc, j'en ai 2 et c'est ça, ils vont chercher des prérequis en formation générale adulte. C'est des codes d'élèves hyper persévérants parce qu'ils perdent non seulement la vue, mais Ben tu oui. retournes à l'école avec des plus Oui. jeunes. Ouais, c'est... Ben, c'est pour ça que je dis que moi, de ce que j'expérimente et tout ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre quand tu nais avec un handicap visuel et qu'on dirait déjà t'es prêt à ce qui s'en vient versus t'as 45 ans, 50 ans, puis du jour au lendemain, pouf, là, il n'y a plus rien qui marche. Là. Tu sais, ta vie est comme tout aboutie. Tu as ton métier, tu as Oui. toutes tes choses de bien établies depuis plusieurs années. Et là, tranquillement, on te dit, tu ne peux plus faire ce travail. Oui. Donc, tu sais, je trouve qu'à ce moment-là, ça amène vraiment beaucoup parce que, tu sais, ça pourrait être facile de dire, regarde, je me mets invalide, là, tu sais, donc Exact. je peux plus travailler. Oui, oui, oui. Et donc, de là, quand tu dis, tu sais, qu'ils sont très persévérants, ben c'est parce que ça demande beaucoup à cet âge-là de recommencer un peu comme à zéro, là, on dirait, là. Ben oui, parce qu'ils recommencent secondaire 1, Tout. 2, Oui. 3. Ils en ont pour plusieurs années. Oui, c'est ça exactement. Mais là, à ce moment-là, ces élèves-là, vu que dans les écoles, ça se passe dans les écoles, mais là, adultes ou, c'est quoi, c'est avec les carrefours, jeunesse sans emploi, ou je sais pas quoi, comment que... Non, dans les centres de services scolaires, il y a la formation générale, il y a la formation pour les jeunes, donc les écoles primaires et secondaires. Oui. Et il y a aussi la formation générale adulte, donc il y a des écoles pour adultes. Donc, on parle c'est ça, là, les écoles pour Il y a adultes. des écoles pour adultes. Dans chaque centre de service, il y en a un OK. ou plusieurs, Oui, selon la grandeur du territoire Ouais. de la région. oui. Et il y a aussi nos écoles de formation professionnelle. Donc, moi, je rentre en contact avec soit conseiller pédagogique ou orthopédagogue de l'école et je les aide à mettre en place souvent le matériel ou les adaptations pour s'assurer qu'ils puissent faire leur parcours. Oui. Comme les autres élèves. En fait, mon objectif, c'est qu'ils réussissent son Ben oui. objectif d'aller chercher son Oui. secondaire 3 ou secondaire 4. Oui. Donc, on les accompagne dans tout ça. OK, puis moi, je voulais voir un petit peu, c'est quoi la différence, donc, vous deux, votre titre versus à l'interne, dans une classe, là, dans une école, tu sais, où est-ce qu'il y a les professionnels, tu sais, qui sont là pour soutenir. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'handicap visuel au régulier, parce que là, c'est ça qu'on parle, c'est pas de l'école Jacques Ouellette, là, où est-ce qu'ils sont spécialisés. Là, on parle vraiment d'une école au régulier. Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte que les jeunes qui ont un handicap visuel, il n'y a pas ou peu de soutien des professionnels dans l'école? Non, mais je pourrais peut-être laisser parler Oui, Audrey, ben, c'est pour ça que je demande, tu sais, Oui, justement, tu sais, ça ressemble à quoi un peu le portrait? Ben en fait, moi j'aurais envie d'abord de vous dire que si on garde nos élèves dans les classes régulières, c'est on croit beaucoup en leur potentiel. Oui. Fait que déjà là, on croit à ça. Et puis dans le fond,
comment ça fonctionne, c'est qu'avec l'équipe école, on trouve des accompagnateurs qu'on va former et qu'on va soutenir afin justement de faire l'enseignement à l'élève. Donc là, dépendamment si on a un élève en basse vision ou un élève en braille, ben là, les mesures d'adaptation vont être différentes. Là. Par exemple, si on a un élève en basse vision, ben il va soit avoir accès à des livres en agrandi ou encore à du matériel numérique qu'il pourrait utiliser sur un téléagrandisseur, par exemple. Alors que si on a un élève en braille, ben nous, du côté du service de production, on va s'assurer que le matériel est tout accessible. Mais au-delà du matériel, il faut vraiment prendre le temps d'enseigner aux adultes. Donc, on a des orthopédagogues, on a des enseignants parfois, dépendamment des matières. Oui. On a des éducateurs spécialisés. Fait que là, moi, dans le fond... Dans les 12 avec qui vous êtes? Oui. Non, Oui. Audrey veut dire qu'elle va dans les écoles puis elle va aller former l'orthopédagogue, enseignant. De l'école. Oui. OK, c'est bon. OK, je suis. Oui, donc on se déplace directement dans l'école et on va former ces gens-là. OK. Donc, on les forme adéquatement pour qu'ils maîtrisent leur braille, tous les types de braille possibles pour qu'ils puissent enseigner à l'élève. Et puis après ça, on fait un accompagnement. Évidemment, on les laisse pas seuls avec l'enseignement. Tu sais, on s'assure que le transfert de la connaissance de on va dire l'adulte pivot à l'enfant est fait adéquatement pour s'assurer qu'il progresse. Et puis qui atteignent les acquis braille, de même que les acquis, on va dire, attendus par rapport à son niveau scolaire. Est-ce qu'on voit des fois des résistances au niveau des professionnels qu'on peut, tu sais, que justement, là, il y a les deux, là, Julie ou toi, Audrey, là, laquelle veut répondre, mais est-ce que vous voyez qu'il y a des résistances des fois? Parce que ça demande à l'enseignant, aux professionnels d'apprendre quelque chose de plus qui n'était pas prévu au départ. Moi, j'aurais envie de vous dire que quand il y a de la résistance, je dirais pas qu'il y en a jamais, là, tu sais, quand il y en a, c'est souvent dû à la méconnaissance, à la peur. Oui. Donc, quand on prend le temps, quand on sait qu'il va y avoir un nouvel élève, on prend le temps d'aller faire une sensibilisation, d'expliquer, de vraiment présenter nos services, comment qu'on fonctionne. Puis, habituellement, les gens, quand ils tombent dans je vais parler pour le braille, là. Peut-être, Julie, tu pourras ajouter des éléments pour la basse vision, mais quand ils tombent dans le monde du braille, dans le monde du petit point, habituellement, les gens adorent ça. Ah là. oui! Les gens sont motivés, ils trouvent que c'est un beau défi, puis ils sont surtout tellement contents et fiers de pouvoir permettre à un enfant de progresser au même titre que les autres, puis ils vivent des réussites, autant le professionnel que l'enfant. Fait que c'est super stimulant. Fait que une fois que tout est bien placé, habituellement, il n'y a pas de résistance et ça se passe bien. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant avec le braille. Il y a vraiment, tu sais, que c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de moi, c'est ça. Je trouve que il y a quelque chose d'un peu quasiment même méditatif, là, tu sais, de juste avoir les petits doigts qui se promènent, tu sais, sur les petits points. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Non, c'est ça, il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais oui, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Mais toi, Julie, vu que c'est basse vision, y a-t-il une si grosse différence? Moi, en fait, je suis basse vision. Moi, je rentre là-dedans, dans cette catégorie-là. Là. Mais pour compléter la réponse d'Audrey, je dirais que les résistances, effectivement, c'est par méconnaissance. OK. Je pense aussi, des fois, c'est d'autres enseignants, pas le titulaire de l'élève, mais on peut penser à l'enseignant en éducation physique. Oui. Je vais faire quoi là, avec cet élève-là dans mon groupe? Oui. Mais quand on les accompagne, on leur dit qu'ils ne seront pas seuls, on va être là, on va réfléchir avec eux. On va les faire sortir de la boîte un peu, des fois, de leur jeu, de leur programme. Oui. Ce challenge-là, cette réflexion-là, finalement, ils embarquent. Puis ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Oui. Justement, il ne faut pas les laisser là. C'est pour ça aussi que c'est notre travail, c'est de les accompagner, de leur dire qu'on a cette expertise-là, mais on va aller avec eux. Excusez. Donc, c'est ça. Mais la basse vision versus... Parce que là, c'est très simple. On dirait avec Audrey, le braille, on comprend. Ah oui, braille, c'est clair. Mais la basse vision, ça, c'est comme
aussi un espace de zone grise, là. Mais je veux dire, ça va très loin, basse vision, là. Il y a tellement de pathologies, pathologies qui se croisent, une déficience visuelle. Il y a tellement de cas différents. Donc, on n'applique pas une recette à chaque élève. Non. On va regarder le profil visuel, on va le lire, on va l'expliquer aussi à l'équipe école. On a des simulateurs de vision. On va tenter de le reproduire pour le faire vivre, qu'ils comprennent la réalité de l'élève dans la classe, dans ses déplacements. Donc, on va vraiment les accompagner. On va regarder aussi tous les outils. Ils ont beaucoup de bidules. Hein? Ils ont une grande table, ils peuvent avoir la télévisionneuse, une petite, une grosse. Un écran externe, parfois le portable, iPad, un plein incliné. Un Victor Stream, tu sais, bien des choses. C'est ça. Oui, ça fait peur. Oui, c'est sûr. Il en prend de la place, lui, dans ma classe. Oui. Mais souvent, c'est des élèves qui ont beaucoup de résilience, puis ils parviennent à travailler avec tout ça. Puis on veut les outils qui deviennent autonomes. Donc, oui, c'est quand même un gros défi au niveau de la basse vision. Ça peut être une grosse bébite. On prend une bouchée à la fois, puis on est là. Puis on essaie de les accompagner dans tout ça pour qu'ils soient sensibilisés et qu'ils comprennent. Et si justement, là, il y a des écoles là, qui écoutent, ou comment ça fonctionne la procédure, là, dans le fond? Vous êtes appelé par le centre de service, puis c'est comme ça que ça commence. Chaque centre de service, je vais répondre rapidement, puis si Audrey veut compléter. Chaque centre de service a une personne pivot, qu'on appelle une personne désignée en déficience visuelle. Donc, elle porte le dossier de la déficience visuelle. OK. C'est des conseillers pédagogiques. Oui. Donc, ils ont à même leur centre de service une personne. Déjà. Les directions d'école, les enseignants vont solliciter cette personne-là. Et après, ils ont une belle expertise qui est en train de se développer à même les centres de services. Et ils vont nous solliciter pour... après, on va travailler, nous, avec ces personnes-là. On va aller on va les accompagner, on va les faire réfléchir, on va faire des formations. Mais ça passe par... cette personne-là là, qui travaille au sein là, de... Pour la basse vision. Pour la basse vision, OK. Pour le braille, c'est autre chose. OK. Mais là, mesdames, c'est déjà terminé. Pour vrai? Oui, c'est ça, ça a passé très vite. Je le sais, c'est tout le temps comme ça, mais merci vraiment beaucoup. Et moi, de toute façon, quand je reçois des invités, à chaque fois, je me dis, on a encore plein de stock à dire. Oui. Moi, je peux réinviter des invités là, sans problème. Sans problème. Donc, on va pouvoir se reparler prochainement. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir dans mon émission. Merci. 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 Et tout de suite après la pause, on parle avec Sandrine Puccini. On parle de sonothérapie, de ce son, comment ça peut être bénéfique pour des personnes en situation de handicap visuel. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors, je poursuis cette belle émission. Oui, on commence comme ça, avec un son tellement apaisant. Et vous allez voir, déjà, mon ton de voix a baissé, donc parce qu'on va se mettre vraiment dans une ambiance de détente. Et je vais recevoir avec moi, comme j'avais expliqué, une sonothérapeute. Qu'est-ce que c'est la sonothérapie? On va découvrir ça avec Sandrine Puccini. Et là, on va ouvrir la séance. Bonjour Sandrine. Bonjour Julie. J'adore ça. Je sens déjà mon système qui se calme et s'apaise. Ouais. Sandrine, tu es sonothérapeute, mais aussi, à la base, éducatrice spécialisée. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tu as commencé par l'éducation spécialisée et tranquillement, tu es allée chercher la certification en sonothérapie. Oui. Alors, si on y va avec les années... Non, on ne va pas y aller avec les années. mais oui, j'ai commencé ma carrière dans la relation d'aide, en fait. Éducatrice spécialisée auprès de plusieurs publics. Oui. Et
tranquillement, j'ai décidé d'aller vers des approches qui sont plus vers le ressenti, vers la douceur. Oui. Donc, j'ai plongé dans la sonothérapie. OK. Donc, justement, parce que là, la sonothérapie, moi, je connais, hein, parce que déjà, j'avais fait mes petites recherches sur la sono et j'avais même fait une certification en sonothérapie. Au départ, c'était pour aller chercher des outils supplémentaires, mais je me suis rendu compte que finalement, je l'avais beaucoup fait pour moi, personnellement. Et je voulais savoir un petit peu, parce que souvent, on dit sonothérapie, les gens, OK, c'est comme de la musicothérapie. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement de la sonothérapie? Écoute, on a le même petit début parce que la vérité, j'y suis allée pour moi en premier. Passionnée par la musique, pas du tout musicienne, je trouvais déjà les instruments beaux. Oui. Ça, c'était un premier attrait. Oui. Et je suis toujours à la recherche des outils qui peuvent aider à apaiser, à recentrer, à être dans le moment présent qu'on peut perdre de vue facilement. Oui. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller me faire du bien, mais quand même, j'avais en arrière de la tête, éventuellement, ça pourrait être quelque chose que je pourrais proposer à différents publics. Oui. Donc, pour répondre à ta question, la sonothérapie, c'est vraiment une approche déjà qui est, pour moi, dans la douceur. Absolument. Dans la douceur et qui utilise le son et les vibrations de plusieurs instruments. On en parlait tantôt, il y en a beaucoup. On pourrait en acheter comme tous les mois, toutes les semaines. Oui. C'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment l'idée de jouer de ces instruments-là et d'avoir l'impact de ces vibrations, sur le corps, sur le système nerveux. Donc, c'est l'idée d'aller détendre, d'aller apaiser, d'aller libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aide pour la santé mentale. Oui, absolument. Et dans le fond, c'est comme un peu, je pourrais dire complémentaire, mais même souvent qu'on va expérimenter avec la méditation. Parce que souvent, avec la méditation, il va déjà avoir des sons qui sont utilisés. Et on peut voir aussi avec le yoga, même chose. Souvent, on ne fait pas du yoga avec du gros heavy metal. Là, c'est déjà une musique très dans les sons et dans les sons de voix même là, qu'on va entendre. Parce que dans la formation aussi, la voix est utilisée. Comment les sons de vibration de notre voix, ça résonne à l'intérieur et c'est vraiment super intéressant. Là, moi, je n'avais jamais commencé à chanter, puis là, je chantais des voyelles. Là. Oui. Ben oui. Parce que ça va pas jouer à la même place au niveau du son. Et je trouvais ça vraiment très, très, très intéressant. Et là, ça veut dire que là, cette formation-là de sonothérapie, bon, c'est pas, on va dire, c'est un cours au privé. C'est en parallèle. Oui, tout à fait. Ça se donne pas à l'université. Non. C'est vraiment au privé. Et c'est une certification, mais il n'y a pas de titre, de chapeau de sonothérapeute. Là. Souvent, ça va être plus comme naturothérapeute ou est-ce que là, on retrouve massothérapeute. Bon, là, on en a plein. Art-thérapeute, dont sonothérapie. Mais toi, comme tu as déjà le chapeau d'éducatrice spécialisée, comme moi, j'ai aussi, donc c'est comme si c'était mon chapeau d'éducatrice spécialisée en premier qui m'ouvrait des chemins, finalement. Là. Oui. Et toi, tu as commencé avec différentes clientèles, mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as spécifiquement travaillé aussi avec des personnes en situation de handicap visuel. Oui. Donc ça, parle-moi-en. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'handicap visuel? Parce que déjà, quand on parle de méditation, yoga, on dirait qu'on est déjà dans quelque chose où est-ce qu'on nous demande de fermer les yeux pour ressentir. Est-ce que c'est ça qui fait que tu es allé vers cette clientèle? Écoute, ma réponse, elle va être très simple. Moi, c'est mon cœur. En tant que sonothérapeute et en tant que travailleuse dans la relation d'aide, je vais toujours vers les publics pour qui j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de
avec ma petite personne, tu sais, d'aller, tu sais, peut-être amener quelque chose qui va faire du bien, en fait. Et c'est vraiment tout naturellement que oui, je suis allée vers le handicap visuel. C'est pas plus simple que ça, en fait. C'est comme ça s'est imposé naturellement. Oui, là. oui. Et puis, tu sais, le son, là, il n'y a pas besoin de voir, non, pas en du fait. tout. Non. Et je te dirais même que c'est encore plus puissant d'y avoir accès, là. Il y a quelque chose où quand il y a un sens qui est limité, tu dois le savoir quand même. Oui. Il y a tout le reste qui est vécu d'une façon plus fine, plus intense, plus authentique. Enfin, voilà. Donc, ça, pour moi, ça avait tellement sa place. Et là, à ce moment-là, les personnes en situation de handicap visuel... c'est avec quelle clientèle là, que tu travailles. Et c'est très drôle parce que juste le temps que tu as été là, il y a déjà des contacts qui se sont échangés avec mes invités et ton nom est déjà rendu avec tous mes invités là, de cette émission et de elle connaît d'autres de Jacques Ouellette. Là, tout le monde... Il y a eu du réseautage en direct. Oui, il y a eu du réseautage. Et là, c'est comme, ça pourrait vraiment être intéressant avec nos jeunes en situation de handicap visuel. Tu sais, j'ai vraiment senti comme une ouverture. Tu sais, même pas de méfiance. Ou, tu sais, que des fois, on pourrait dire, c'est un thérapeute. Au régulier, exemple, je pense pas que ça serait le même chemin. Mais là, c'est comme si déjà d'emblée, ça serait-tu génial d'avoir une Sandrine Puccini dans notre école, tu sais, qui vient faire des ateliers pour les jeunes. Mais toi, c'était pas avec des jeunes. Toi, c'était avec des adultes, c'est ça? Des jeunes, des adultes. Aussi avec un handicap visuel? Oui, c'était quand même... c'était... adolescent comme jeune adulte. Oui, c'est ça, jeune adulte. C'est ça. Mais tu n'as pas fait ça à des ateliers là, avec des jeunes là, de 4-5 ans là, avec une déficience visuelle? Pas encore. Ah, mais c'est bien là. De toute façon, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Je suis pas inquiète. Tout est adaptable. Oui, c'est ça, exactement. Et, OK, exemple, on parle de cette clientèle-là, le jeune adulte. Ça, c'était avec quoi? Avec l'Université de Montréal? En fait, des fois, même, je te dirais que dans les publics qui viennent, il y en a qui peuvent avoir une limitation visuelle. Je ne suis pas allée forcément dans un organisme où il y avait que des personnes qui avaient des limitations ou un handicap. Donc, je le sais peut-être pas de suite, je le sais après. Fait que, OK. Mais tu n'as pas fait comme un atelier spécifique pour des personnes en situation de handicap visuel 100%, uniquement? non. OK. Pas encore. OK, mais c'est ça. Donc, c'est plus qu'il peut en avoir, à même titre que, comme je dis, moi qui va aller dans un bain sonore, j'ai un handicap visuel, mais c'est ça. Les autres, ils n'en ont pas nécessairement. Non. OK. Puis, est-ce que tu vois une différence au niveau des bienfaits que ça pourrait apporter pour quelqu'un qui voit versus quelqu'un qui voit pas ou qui voit moins bien? Je dirais pour vrai que les bienfaits seront les mêmes des deux bords. Après, est-ce que ça ne serait pas vécu d'une autre dimension? Oui. Ça, je ne pourrais pas le vérifier, moi. Non, c'est ça. Mais les retours que j'ai, c'est comme un voyage intérieur, en fait. Parce que les personnes, on m'a déjà dit qu'elles avaient vu quelque chose. C'est comme des couleurs ou des paysages ou des émotions. Absolument. Ou aussi, comme des sensations dans le corps. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. La parenté, c'est un voyage intérieur. Tu sais pas où tu vas aller et tu n'as pas besoin d'avoir la vue pour ça. Non, c'est ça. Et justement, on a ouvert la séance. Hein? J'ai fait comme si c'était une séance de sonothérapie avec les petites cloches. Qu'est-ce que c'est cet instrument, les petites cloches? Alors, c'est un instrument indien. C'est comme des petites cymbales, en fait. C'est tout petit? Ça s'appelle des tingsha. OK. Que j'aime bien. J'aime bien m'en servir pour l'ouverture d'une séance. Oui, c'est ça. Exact. Ça met comme un cadre, un cocon. Il y a quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient après. Et puis ta voix, elle a naturellement changé de ton, de débit, etc. Fait qu'il y a quelque chose, qui se passe. Magique. C'est ça. Donc là, la séance commence comme ça. Mais ensuite, comment ça se passe une séance?
pour moi, ça se passe que j'ai souvent plusieurs instruments. Oui. Je vais réfléchir en amont, tu sais, si j'ai comme un élan, une intention, ou si, mettons, il y a une saison en particulier, ou ça peut être les enseignants ou les intervenants qui me disent « Ah, une fois, j'ai eu... j'aimerais ça que tu fasses quelque chose en lien avec voyons... » Comment ça s'appelle, là, quand on fait griller les chamallows, là? Ah oui, une ambiance genre feu de camp. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai réfléchi, OK, comment je pourrais recréer ça? Voilà, c'est très, comme je te dis, c'est très Mais c'est ouvert, très créatif. Hein, parce que moi, je me rappelle, dans ma formation, c'était ça aussi. Tu sais, c'est que là, tout d'un coup, tu pars d'un élément, l'exemple de l'eau, puis là, OK, là, je vais faire... Puis des fois, je me retrouvais à trouver des instruments que ce n'est pas des instruments. Mais, tu sais, on entend beaucoup ça avec le ASMR, là, tu sais. Je mange des chips, puis en même temps, je te parle, puis là... C'est bon, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui ont des frissons dans le cou. Mais c'est ça, c'est que tu te rendais compte que même si, toi, tu prends ta bouteille d'eau... Avec les ongles. Puis que là, tu fais quelque chose comme ça, là, en ayant les yeux fermés puis ressentis, des fois, moi, je me rappelle, je faisais « Hein? Ça ressemble à des gouttes d'eau qui tombent. » Tu sais, mais c'est ça, c'est comme si c'est vraiment... très créatif, là, donc c'est même pas nécessairement des instruments, ça peut être... des roches. Des roches, exact, c'est ça. Là, ici, t'as tes cloches, t'as un bol tibétain, ça, c'est la première chose qu'on a entendue. Là, fais-les là, pour que là, les gens sachent concrètement... OK, là, les petites cloches. Les petites cloches. Puis le bol. Ça fait tellement du bien. Ça, c'est le bol tibétain. Et tu as aussi avec toi un carillon, je pourrais dire comme ça. Un petit carillon. Un petit, un cocher exactement qu'on l'appelle. Ça, c'est féerique, là. Je suis prête, Julie. Oui, je suis prête. Mais moi, le carillon, là, j'aime ça, là. C'est tellement doux. Ah, j'aime ça. Moi, le carillon, là... C'est souvent très apprécié. Ah oui, il y a quelque chose de très... C'est comme un son qui est connu, comme quelque chose de maternant, Absolument. Enfant intérieur, si on veut utiliser Enfant intérieur, c'est ça, exactement. Ça nous ramène à notre énergie juvénile d'enfant. Et là, ça veut dire que là, pendant la séance, tu fais des sons comme ça, avec des instruments. Les gens sont assis, souvent couchés, allongés. Mais ça peut se faire assis. Les yeux fermés. Et là, est-ce que tu parles pendant ce temps-là ou... Il y a, exemple, un support d'une musique et tu fais des instruments ou bien tu parles et tu diriges un peu. Exemple, là, OK, là, on va respirer. Là, ensuite, on va détendre nos pieds, nos chevilles, nos genoux. Bon, tu sais. Puis là, tu t'amènes comme plus une détente méditative. Comment ça fonctionne? C'est un peu ça. Je vais parler beaucoup non. Je vais parler au début. C'est pour créer l'espace, que les gens se sentent en sécurité. Oui, ça, c'est très important. C'est de rappeler c'est quoi la sonothérapie, quels effets possibles. Et je vais guider une petite méditation, souvent avec la respiration, avec le rapport au corps. Et après, j'embarque avec mon voyage sonore, avec mes différents instruments. Et à la fin, je fais un petit retour doux aussi, tu sais, pour revenir, parce que on peut partir loin dans un voyage, là. On peut s'endormir. C'est pas rare que j'ai des personnes qui ronflent, qui... OK. Mais c'est normal. Et donc, à la fin, c'est mon rôle aussi de m'assurer que les personnes, elles reviennent bien, qu'elles sont bien ancrées. Oui, parce qu'elles ne prennent pas la voiture en étant un peu d'un vague, là. Oui, c'est ça. Puis aussi, sûrement qu'il peut y avoir ce côté-là que moi, quand tu me fais un son de carillon, ça me donne des frissons
mais ça se pourrait aussi que ça me ramène à un souvenir traumatique, là, tu sais, que je vive quelque chose. Donc, de là, comme tu dis, c'est toi de t'assurer que les gens repartent, puis ça va bien, là. Oui. Ça, pour moi, c'est important, la sécurité. Puis le cocon. Moi, je vois vraiment ça comme un cocon. Et puis, j'ouvre toujours un moment de partage s'il y en a qui veulent. Ah, c'est ça. Aussi. Oui. C'est nommer ce qu'elles ont ressenti dans le corps ou peu importe. Et je fais toujours un moment de silence aussi. Aussi. Pas d'instrument du tout. Et là, c'est juste, on respire. Puis là, il n'y a plus de son. Oui. OK. Ça permet d'intégrer le moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le silence. Absolument. Oh oui. Et de là, pourquoi on a si peur du silence. Hein? Comme c'est menaçant, le silence. On veut tout le temps combler. Puis je trouve que c'est vraiment ça, là, parce que moi, je me suis retrouvée dans mon processus d'opération et de perte de vision. J'ai eu vraiment des longues périodes comme si j'étais une aveugle complète parce que, dans le fond, à cause des opérations, je n'étais plus capable d'ouvrir mes yeux parce que c'était trop douloureux, finalement. Donc, j'ai vraiment expérimenté temporairement la non-voyance, mais comme je dis, des bons délais. Là. Tu sais, moi, j'ai été un bon 2 semaines en ne voyant rien et que la première fois, j'ai dû utiliser même ma canne à l'intérieur de chez moi parce que là, mes points de repère que j'ai, je me rends compte qu'ils sont visuels et je ne vois plus du tout. Donc, j'utilisais ma canne. Mais ça a été mon moment de vie là, le plus apaisé. Mais parce que, justement, c'est comme si là, je n'avais plus l'espèce de surcharge visuelle que j'ai tout le temps, mais que je ne porte pas attention parce que ça fait partie de mon quotidien. Et là, j'étais juste dans la non-voyance. Donc, tout d'un coup, mon cerveau a décroché de tout ce qu'il voit. Il ne peut plus, là. Il ne peut plus s'accrocher à rien, il n'y voit plus rien. Et là, je me suis mis justement à être dans mon ressenti. Comme tu disais, voir des couleurs, avoir des connexions à des endroits que je ne m'attendais pas. Et c'est là que j'ai eu envie de faire la sonothérapie, justement. Et ça a été tellement bénéfique parce que là, c'est comme si je vivais très bien dans un mélange de silence et de petits carillons, bols tibétains chantants. Tu sais, vraiment, là, j'étais complètement dans une autre zone. Je me suis retrouvée des fois à méditer, là, à écouter juste des sons pendant des heures. Et le temps, il passait pas. Tu sais, comme si j'étais dans un espace de moment présent que je ne connaissais pas avant, parce que j'étais, comme je dis, surchargée visuellement. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment une clé là-dedans, dans cet espace-là on coupe la vision. Vraiment, là, on ferme les yeux. Je pourrais pas faire de la sonothérapie les yeux ouverts. Ça ferait pas le même... Non, c'est vrai. Non. C'est ça. Tu sais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose quand on ferme les yeux puis quand vraiment on plonge dans l'univers de vraiment de juste la vibration et que il y a des choses qu'on peut pas savoir, qu'on va vivre et tant qu'on l'a pas essayé, on le sait pas. C'est ça. Et là, sonothérapeute, où on trouve ça? Là? Moi, je veux faire de la sonothérapie. C'est où que je trouve de la sonothérapie? Tu parles de plus de formation ou de professionnels? Les deux. Okay. Formation, moi, tu sais, comme comment ça marche. Et aussi, je suis... personnellement, là, je veux vivre la sonothérapie. Où je vais? Comment ça fonctionne? Mais oui. Moi, déjà, je peux dire que je me suis formée au Sonotarium. C'est à Montréal. Sonotarium, c'est une... Tu sais, à la fois, il y a des cohortes pour former les futurs professionnels, mais c'est aussi un endroit dédié à la sonothérapie. Bien, c'est ça que j'allais dire. Parce que je suis déjà allée là-bas, qui est comme à Montréal, là, sur métro plus Sauvé. Exact. C'est ça. Mais je ne savais pas
qu'il y avait de la formation là-bas. Je sais qu'il y a vraiment les ateliers. Tu t'en vas vivre un bain sonore et tout ça, mais il y a la formation. Oui, une fois par an. C'est là où moi, j'ai suivi la mienne, entre autres, parce que je me suis formée aussi avec des diapasons. Oui. Il y a plusieurs petites formations comme moi, ça, c'est ça. Là, moi, c'était en France. Là. Ah, wow. Oui, c'est ça. Non, pas en France. Je n'étais pas allée en France. En ligne. En France. Oui, mais c'était en France. Et je me rendais compte qu'en France, il y avait une ouverture beaucoup plus grande au niveau du son qu'ici, là. C'est le feeling que j'ai. Oui, vraiment. Mais ça en vient tranquillement. Donc déjà, grâce au Sonotarium, puis à tous les événements, moi, c'est sûr aussi, j'ai mon site Internet où ça l'explique un petit peu, c'est quoi la sonothérapie, c'est quoi les différentes formules, c'est que ça soit accompagnement individuel, en groupe, il peut avoir de l'accompagnement individuel. Oui. Moi, je le fais beaucoup en fin de vie. Oui. Mais pas que, en fait. Je trouve que c'est encore plus profond de le vivre. Oui. Là, il y a comme une coche supplémentaire qu'on peut aller chercher. Oui. Puis ça, est-ce que justement, l'éducatrice spécialisée en toi, on le sait, quand on est éducateur, on est beaucoup dans le terrain, le concret. On fait pas de la thérapie. Non. Mais moi, le nombre de nœuds que j'ai défaits par justement des comportements qui se passent et là, tu mets des choses en place et là, finalement, tu apprends que, bon, il y a des choses plus difficiles qui se passent, exemple à la maison pour un enfant. Mais toi, est-ce que l'éducatrice spécialisée fait aussi de la relation d'aide quand tu fais du 1-1? Pour l'instant, pas encore. Je ne l'ai pas encore développé, mais ça fait partie de mes prochains bébés là que j'aimerais. Oui. Parce que, tu sais, je crois que tu peux déjà le faire rentrer dans une classe, puis voir, ou peut-être un enfant, tu sais, qui peut être en crise, c'est voir comment l'apaiser. C'est ça. Est-ce qu'après, il ne pourrait pas avoir un petit bol chez lui? Enfin, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs formules à explorer. Fait que non, je suis encore dans développer tout ce qui peut être mis en place avec cette approche-là. OK. Donc, là, ça veut dire que les gens qui veulent aller faire de la sonothérapie, on va plus sur ton site Internet, Sandrine Puccini, et là, on a les différents endroits pour où l'instant, t'en fais? Non, pour l'instant, mon site, il est en train aussi d'être remanié, mais ça l'explique bien. En même temps, ça fait pas 20 ans que tu es sonothérapeute. C'est ça aussi, là. Ça fait quand même pas si longtemps. Non. Fait que tu commences aussi là, à toi-même mettre les bases. Là. Oui, c'est ça. OK. Puis je commence le petit Instagram. Fait que là, il y aura plus comme les jours, les détails, les événements à venir. J'en ai un demain, d'ailleurs, qui est là. Est-ce que tu en fais au sonotarium? J'allais dire au sonothérapie. Non, au sonotarium. Est-ce que tu en fais là-bas? Cette semaine, c'était la grosse semaine où j'avais... le 1er avril et le 7 avril, j'avais 2 événements. Un que j'étais en collaboration avec quelqu'un qui guidait une respiration guidée. Avec qui? Connectée avec Francis Dosti. Oui, OK. Et le 1er avril, c'était la première fois qu'il lançait comme résidence vibratoire. Donc, c'est chaque mois un sonothérapeute qui va guider son propre voyage sonore avec sa couleur. Parce qu'il y a autant de sonothérapeutes que de façons d'amener un voyage. Fait que ça aussi, je trouve que c'est beau de découvrir comment d'autant de formes ça peut être accompagné. Absolument. Et de là, pourquoi, finalement, les gens, s'ils vont sur le site Internet du Sonotarium, ils vont avoir aussi beaucoup d'informations. Exact. Autant s'ils ont envie de faire une formation, ou bien s'ils ont envie d'aller vivre une expérience, parce que ce n'est que ça. Là-bas, si tu rentres là, ce n'est que ça, là. Il y a beaucoup de ça. Dans le sens, c'est vrai. Il y a même des instruments qu'on peut acheter là-bas. Exact. Donc, ça, je me rappelle, jeudi, dans une autre radio, dans une autre émission, j'avais reçu les deux, là, le nom ne me vient pas. Andréane et Nadine. J'avais reçu Nadine en studio et Andréane par téléphone. OK. Donc, c'est ça, parce que j'avais déjà, là, ça faisait pas si longtemps là, qu'il était ouvert. En plus, le sonotarium, là, c'est ça, là.
c'est pas si vieux que ça, ça a moins de 5 ans. Mais c'est pour ça que je t'ai dit. Fait que moi, déjà, j'étais dans les débuts du sonotarium, ce qui veut dire que toi, tu as fait ta formation à travers ça. Moi, j'avais déjà ma formation en sonothérapie parce que si j'avais su, c'est là que je l'aurais fait. Oui. Il n'y avait rien, moi, au Québec quand j'ai commencé à regarder pour les formations. Là. Donc, c'est vraiment comme, c'est comme l'endroit où sinon on regarde Sandrine Puccini. Sandrine, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir dans mon émission. Et là, comme je disais, on a ouvert avec les petites cloches. Donc là, comme pour boucler cette belle entrevue, on ferme avec encore les petites cloches. Plaisir partagé, Julie. Oui, vraiment. Alors, c'est ce qui conclut cette magnifique émission. Alors, je suis très heureuse de pouvoir partager comme ça de la sonothérapie. Wow! Alors, je remercie mes invités, je remercie Mathieu à la mise en onde et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!